Monsieur le Premier ministre. Monsieur le chef de l'opposition, je vous cède la parole et vous rappelle que vous disposez d'un temps de parole d'au plus 15 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de la deuxième opposition, chers collègues, lors du discours du Premier ministre, nous étions déçus et inquiets. Inquiets par l'absence de direction de notre Premier ministre. Personne ne semble tenir le gouvernail. Le Premier ministre disait hier, et je cite, « Nous ne déterminons rien par nous-mêmes, nous ne sommes réellement que les exécutants des volontés populaires. » L'exécutant de quelle volonté populaire? Le gouvernement s'engagera-t-il, Madame la Présidente, à autoriser la construction d'un oléoduc si les résultats du référendum sont favorables à ce projet? Le gouvernement a été élu sur des considérations écologistes. Il se poserait en porte-à-faux de ses propres orientations. Madame la Présidente, vous voyez par vous-même l'absurdité de la chose. Et comment le gouvernement compte-t-il réaliser un triple référendum dont les questions sont aussi éloignées les unes des autres? Prenons un instant pour imaginer les camps qui vont s'opposer. Le camp du « oui, oui, oui », le « oui, non, oui », le « non, oui, non », ou bien encore le « non, oui, oui ». Après 3 ans de présence au gouvernement, on attend les décisions de celui-ci. Que dis-je? C'est le gouvernement qui attend les décisions de tout un chacun. 2 explications sont possibles. Madame la Présidente, ou bien le gouvernement n'a aucune orientation, ou le gouvernement ne recherche que l'assentiment populaire. Non seulement n'avons-nous pas de capitaine, mais notre navire naviguera dans les eaux troubles de l'incertitude économique, puisque notre Premier ministre nous plongera assurément dans une abysse financière. En adoptant ce nouveau contrat social de collaboration aux grandes entreprises dont nous parle le gouvernement, les Québécois risquent l'instabilité économique. Au-delà des considérations partisanes, cette mesure ne tient tout simplement pas la route. Madame la Présidente, la collectivisation systématique des entreprises après 30 ans, en échange de la maigre compensation d'une réduction de taxes, nous semble tout droit sortie d'une autre époque. Cette mesure, d'une naïveté déconcertante, freine non seulement le développement économique, l'innovation, mais surtout l'initiative entrepreneuriale. J'aimerais par contre souligner, Madame la Présidente, l'effort du Premier ministre dans sa volonté d'appliquer un concept clé du libéralisme, soit le principe d'utilisateur-payeur. Ce principe aurait été encore plus intéressant s'il n'avait pas été malheureusement dénaturé. En effet, dans cette nouvelle politique de consommation de l'eau, ce n'est pas l'utilisateur qui assumera la facture, mais bel et bien les consommateurs, qui, encore une fois, en feront les frais. Si les entreprises se voient taxées de cette façon, nous pourrions assister à une augmentation généralisée des prix à la consommation, compte tenu du caractère stratégique de cette ressource. Ce sont donc les consommateurs qui verront leur pouvoir d'achat s'évaporer comme un ruisseau dans le désert. On veut taxer l'utilisation exagérée de l'eau par les entreprises. Une telle mesure est une atteinte directe à la compétitivité du Québec au niveau de son industrie et de sa capacité à attirer des nouveaux investissements. Nos centres de ski, notre agriculture et les pâtes et papiers ne sont que quelques exemples des industries se retrouvant dans une situation de précarité avec l'application d'une telle mesure. Mais qu'en est-il de la responsabilité individuelle de nos concitoyens? Le Québec occupe le plus haut du classement en ce qui a trait à la consommation d'eau. Selon une étude de l'Université de Sherbrooke, ce sont plus de 400 litres d'eau potable par jour qui sont consommés par personne au Québec. En comparaison, le reste du Canada en consomme moins de 350 litres. La solution ne se trouve pas dans une taxation des entreprises, mais dans la responsabilisation de tous et une mise en valeur de cette ressource. À chaque fois qu'on cherche une solution, on taxe au sein du gouvernement. Quand la taxe n'est plus suffisante, on parle de surtaxe. Quelle sera la suite? Une méga-taxe? Une super-taxe? Un référendum sur la super-taxe? Madame la Présidente, la parité homme-femme est certes une valeur chère à nos yeux.
Le gouvernement, selon son initiative, exigera la parité homme-femme de ses partenaires ayant un lien budgétaire. Mais qu'est-ce qu'un lien budgétaire, Madame la Présidente? Si le lien budgétaire représente toute transaction entre le gouvernement et toute entité, cette volonté ne demeurera qu'un vœu pieux. Le gouvernement envisage-t-il vraiment d'exiger de ses partenaires internationaux une telle parité? Le gouvernement privera-t-il un Québécois d'un traitement d'une pharmaceutique sur la seule base de la parité des sexes? N'est-ce pas là un abus de pouvoir éhonté? Même à l'échelle nationale, cette mesure semble irréaliste. Selon cette logique, le gouvernement devra imposer des mesures draconiennes pour modifier la composition de sa propre fonction publique. Il est ironique, cependant, de constater que le gouvernement veut imposer une mesure à une si grande échelle, alors qu'il ne prend même pas la peine d'établir la parité au sein même de son Conseil des ministres. La seule mesure que le gouvernement propose, Madame la Présidente, c'est la gratuité scolaire balisée. Pardon, il ne propose pas, mais souhaite simplement la soumettre à la consultation à la population. Mais bon, passons outre ce manque de leadership. Ce qui s'apparente à une générosité sans borne de l'État se révèle en fait être une politique de néo-féodalisme envers nos futurs diplômés. À ceux qui pourraient avoir du succès, le gouvernement leur dit « Vous serez nos vassaux pendant 10 ans ». Dans un autre ordre d'idée, en juin 2014, Guy Demers déposait son rapport sur l'offre de formation collégiale. On y mentionnait notamment l'urgence d'optimiser l'offre de formation collégiale, afin qu'elle corresponde aux prescriptions du marché du travail. À l'heure où la compétitivité repose de plus en plus sur l'économie du savoir, le silence du gouvernement sur cet aspect est inquiétant, voire troublant. Rien de surprenant, Madame la Présidente, puisque le gouvernement passe sous le silence le financement des universités, le développement du collégial à l'heure du déclin démographique, le décrochage scolaire, le manque de ressources spécialisées au primaire et au secondaire, et j'en passe. Madame la Présidente, pour un secteur aussi stratégique pour l'avenir du Québec, se déresponsabiliser à cet égard équivaut à abandonner le navire au plus fort de la tempête. À ce propos, rappelons au gouvernement que l'éducation ne se résume pas qu'aux ordres d'enseignement. Elle débute dès la petite enfance. Comment expliquer l'absence de politique familiale dans le discours du premier ministre? Non seulement le gouvernement n'a rien à offrir aux familles du Québec, mais fait preuve d'un manque de vision en négligeant un secteur florissant que constitue le réseau des garderies éducatives privées. Il importe que nous puissions financer directement les familles pour qu'elles puissent librement choisir le milieu qui convient à leur progéniture. Au lieu d'investir dans un réseau public sclérosé, une subvention directe aux familles favoriserait une saine compétition dans le réseau des services de garde et assurerait une qualité dans la prestation des services éducatifs à notre petite enfance. Le gouvernement ne propose rien pour la jeunesse, mais il en est de même pour nos aînés. Comment justifier ce manque de considération envers cette génération de bâtisseurs? Pas un mot sur les soins à domicile, pas un mot sur les aidants naturels, pas même un seul mot sur la question des retraites. Considérant le vieillissement de la population, n'est-ce pas irresponsable de la part du gouvernement de ne pas prêter la moindre attention aux sages de notre société? Passons maintenant au chiffre du jour, Madame la Présidente. 43 %. Madame la Présidente, 43 % c'est la proportion du budget alloué au secteur de la santé et des services sociaux. 0 %, Madame la Présidente. 0 %, c'est la proportion du discours accordé au secteur de la santé et des services sociaux par notre premier ministre. Est-ce responsable de la part d'un gouvernement de ne traiter aucunement de ce secteur névralgique dans un discours d'ouverture alors qu'il y a tant à faire? Autre grand oublié, le développement régional. C'est à croire que ce gouvernement ne considère que la vallée du Saint-Laurent comme digne d'intérêt. Or, de Gatineau à Gaspé, de Val-d'Or à Thetford, ce sont nos régions qui constituent les plus grandes opportunités de développement pour le Québec du 21e siècle. À ce que je sache, Madame la Présidente, le plan Nord ne se trouve pas au centre-ville de Montréal. Madame la Présidente, plus que jamais, l'avenir passe par les régions et ce n'est pas en abolissant les structures de développement que nous assurerons l'essor de nos régions. À l'instar du premier ministre, la limite de temps impartie nous contraint à
faire des choix quant au contenu de notre intervention. Nous manquerions à notre devoir en ne faisant pas mention de la dégradation du marché du travail en raison de la montée des pratiques du corporatisme syndical. L'abolition de la formule reine est souhaitable. Cette formule, qui constitue en soi une forme de confort syndical, va à l'encontre de la liberté d'association. Son abolition favoriserait un climat de saine compétition dans lequel les syndicats seraient amenés à se renouveler. Par ailleurs, il importe que les centrales syndicales cessent d'agir comme des organisations opaques. Il est plus que temps que les syndicats divulguent leur état financier au bénéfice de tous les agents du marché du travail. Il semble que la culture soit réduite au financement de Télé-Québec. Saluons cette initiative. Télé-Québec en a bien besoin. Mais qu'en est-il des musées? Mais qu'en est-il des musées ou encore des conservatoires qui vivotent depuis tant d'années? Il est essentiel que l'État soit présent pour appuyer ces institutions, de concert avec les mécènes qui donnent vie à la culture d'ici. Vous savez, Madame la Présidente, les retombées économiques de la culture sont considérables. 100 000 personnes sont à pied d'œuvre chaque année et génèrent des revenus de 8 milliards. Comment s'en passer? En terminant, Madame la Présidente, il semble que ce gouvernement ne prenne pas acte de la multitude culturelle qui l'anime. L'une des plus grandes richesses du Québec est sa diversité des voix, des peuples, tous unis au sein d'un même rêve de prospérité. Non, Madame la Présidente, ce gouvernement considère tout simplement cet aspect comme négligeable. Or, avec tous les défis qui s'offrent à nous, chaque contribution devient nécessaire. Il importe de faire une place de choix à tous les individus qui ne demandent qu'à contribuer à la prospérité québécoise. Nous sommes inquiets, et la population devrait l'être tout autant, face aux improvisations d'un gouvernement dogmatique. Bien que ce gouvernement sème le vent, il est de notre devoir de faire face à la tempête et de répondre aux aspirations des Québécois. Ce qu'il mérite, c'est un véritable gouvernement responsable. Ce qu'il mérite, c'est l'UFL. Alors, Madame la Présidente, face à ces lacunes, l'opposition officielle demande que le Forum étudiant 2015 retire sa confiance au gouvernement actuel pour sa gestion inadéquate de l'État québécois. Merci, Madame la Présidente. Oui!